Chers téléspectateurs qui nous suivez de partout, alors nous sommes dans votre émission Audace. Audace est une émission qui vise surtout à vous présenter des invités de marque. Alors aujourd'hui nous avons un invité qui n'est plus à présenter au grand public. C'est un économiste, c'est un écrivain, c'est aussi un grand acteur dans le cinéma sénégalais, mais surtout africain. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour Maj, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de pouvoir m'exprimer à travers ce magazine, cette plateforme. Et puis merci également à tout le groupe Modèle Mag. Merci Monsieur Ba. Parler de soi est un exercice très difficile. En est-il de même pour vous? Alors Monsieur Ba, parlez-nous de vous. Alors, qui est Amidou Ba? Amidou Ba est un jeune Guinéen natif de Conakry. Je suis resté jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai fait tout mon cycle un peu élémentaire. Ensuite, mes parents ont voulu que je parte étudier, poursuivre le reste de mon cursus scolaire en France. J'y suis resté presque 11-12 ans, c'est-à-dire de la 6e jusqu'à mon master 1. Ensuite, j'ai décidé de revenir à Conakry tout d'abord, ensuite ici au Sénégal. Donc, je suis issu d'une famille commerçante. Mon père était un opérateur économique, ce qui explique peut-être un peu le cursus que j'ai suivi sur le plan scolaire. Et puis voilà, sinon je suis également, comme vous l'avez dit, écrivain depuis 2017, où j'ai publié 4 ouvrages, bientôt le 5e. Et puis depuis l'année dernière, je suis rentré un peu dans le milieu du cinéma sénégalais ici en interprétant un rôle dans la série Lord de Ninkinanka, produit par Canal et Marodi. Parfait. Alors cette forte envie d'écrire, vous est-elle innée? J'ai toujours l'habitude de dire que oui. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une culture, toujours je le dis, coranique très jeune. Même avant même de commencer l'école, on commençait déjà à apprendre le Coran. Donc les lettres ont toujours baigné dans l'environnement familial. Mon père avait parcourisé le Coran, il avait traduit en français et en poulard. Il m'a beaucoup aussi inculqué cette valeur religieuse. Donc j'ai grandi avec cette complétude entre les lettres et les chiffres. Donc comme je dis, ce n'est pas un hasard. Mon grand-père était également un guide coranique, mon homonyme était un guide coranique, donc spirituel. Donc oui, je dis que ce n'est pas un hasard. 4 romans, bientôt le 5e dans vos rayons. Pour nous les résumer, que faut-il retenir? Je dirais que mes romans sont profondément ancrés sur les problèmes de société et d'actualité. Le premier a été inspiré suite à la lecture d'une coupure de presse que j'avais eue en 2017 qui relatait un peu la disparition d'enfants talibés, mendiants dans la rue. Ça m'avait beaucoup touché et quand j'avais poussé un peu les recherches, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles connexes qui relataient un peu la vie de ces enfants, qu'ils étaient battus, qui disparaissaient. Et ça a créé un certain émoi, une certaine indignation au fond de moi. Donc j'ai décidé d'écrire le premier livre. Ensuite, c'est comme une genre de drogue. Une fois qu'on commence à écrire un peu, on n'a plus envie d'arrêter, surtout quand on a eu un retour assez positif de la part des lecteurs. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à attaquer les autres ouvrages. Le deuxième également a été inspiré d'un fait d'actualité qui s'est passé à Conakry, qui concernait un peu cette femme qui prodiguait des soins mystico-religieux à des femmes désireuses d'avoir des enfants. D'ailleurs même j'ai rencontré curieusement une dame qui était allée consulter avant-hier, cette femme-là, apparemment en 2017. Donc ça aussi, ça m'avait assez touché, ce problème d'infertilité-là, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui pouvait amener une femme à se dire, ok, j'ai plus d'espoir, je vais aller voir une pythonisse pour qu'elle me donne de la médication dont je ne connais rien du tout les vertus thérapeutiques, que j'accepte de prendre ça, parce qu'il faut quand même ingurgiter tous ces produits-là, pour pouvoir tomber enceinte. Quelle détresse il fallait avoir sur le plan psychologique, mais également sur le plan intellectuel pour aller vers cette démarche-là. J'ai décidé d'écrire l'histoire de Suleiman et Safietou et à ma plus grande surprise, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes à qui ça a touché. On m'a même taxé de vouloir indiquer des personnes de ma propre famille pour vous dire que le problème, il est vraiment existentiel. Le problème de la stérilité en Afrique, il est très très ancré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que la stérilité, c'est que les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que la population est très croissante en Afrique. Donc on se dit non, en Afrique, on n'a pas de problème d'infertilité et de stérilité. Et paradoxalement, quand on fait les recherches, on se rend compte que c'est en Afrique que le taux d'infertilité est le plus fort au monde, allant jusqu'à 30% et surtout à Conakry. Et donc c'est là que j'ai vu que vraiment c'était quelque chose, il fallait en parler
Et lors des cafés littéraires que j'ai eu à voir, j'ai eu pas mal de témoignages qui étaient émouvants. Et j'ai vu qu'il y avait même des jeunes de notre âge qui avaient ces problèmes d'infertilité-là. Alors, à côté de l'écriture, vous avez aussi une autre corde à votre arc. Il s'agit du cinéma. Alors, comment êtes-vous venu dans le monde de ce 7e art? Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Un peu, je ne m'y attendais pas. En fait, depuis 2018, quand j'ai sorti La Patte du Mal, j'ai commencé un peu à avoir une interaction régulière avec mes lecteurs sur la toile. Je fais des vidéos où je fais des lectures, où j'interprète le rôle de mes personnages, les rôles féminins, etc. Et ça a commencé un peu comme ça la vidéo. Et j'ai commencé à être chroniqueur pour l'Harmattan, j'ai commencé à lire énormément d'œuvres africaines. Et un jour, on m'a offert le livre de Sokna Benga, qui était Lord de Ninkinanka. Ce livre-là, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié et j'ai envoyé une vidéo à Sokna où j'ai interprété le rôle de Seydina. J'étais dans mon bureau, j'ai allumé la caméra et puis j'ai joué une séquence du livre. Je l'ai envoyé, elle a profondément apprécié et donc elle a parlé de moi à Marodi. Et c'est comme ça qu'un jour, ils m'ont contacté pour me dire « Monsieur Ba, venez passer le casting pour Lord de Ninkinanka ». Et j'étais super content parce que c'était pour le rôle de Seydina et j'ai été pris. C'était vraiment une joie parce que le cinéma, j'y rêve depuis très longtemps. J'aime bien en fait tout ce qui est visuel. Et je suis arrivé comme ça dans le milieu du cinéma et j'étais très content du retour des téléspectateurs. Parfait. Aujourd'hui, le cinéma sénégalais est en train de gagner du terrain en Afrique et dans le monde. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cet état de fait? La formation, tout simplement. Quand je suis arrivé à Marodi, j'ai eu à constater que la plupart des personnes qui travaillaient dans les projets cinématographiques avaient une formation, venaient d'écoles cinématographiques. On avait le preneur du son qui avait fait une école, on avait celui qui gérait la caméra qui avait fait une école, on avait celui qui gérait la lumière qui avait fait une école, la maquilleuse venait d'une école. Donc on avait un ensemble de personnes professionnelles formées pour pouvoir produire un produit de qualité. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le Sénégal est en train de se démarquer, c'est déjà à travers ça. Ils sont en train de s'intéresser au métier du cinéma. Les gens commencent à s'intéresser à faire des formations pour le métier du cinéma. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un investissement très fort sur le matériel. Les caméras avec lesquelles on tourne, enfin dans la production dans laquelle j'ai été à Marodi, j'étais étonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité visuelle qu'on avait à l'écran, c'était quasiment comme si vous regardiez une série française ou même étrangère. Donc je pense que ce sont ces éléments-là qui font que le Sénégal est en train de se démarquer sur le plan du cinéma. Les financements ne sont pas accessibles à tous. Comment faire pour remédier à ces problèmes de financement dans le continent africain? Bon, en fait, il y a deux moyens de se financer dans le cinéma, je pense. Le premier, c'est l'autofinancement. C'est-à-dire que le producteur accepte de mettre de l'argent, son propre argent, dans le projet, tout à fait libre. Ou le second, c'est d'avoir des diffuseurs qui te financent. Quand c'est des diffuseurs, ça peut être Canal, ça peut être d'autres personnes qui vont venir acheter des projets et qui vont te financer pour que tu fasses des produits. Même l'OIF a commencé à produire, par exemple, Dérapage, en partie a été financé par l'OIF. Donc je pense que pour que ces organisations-là acceptent de mettre de l'argent, il faut qu'ils voient quelque chose de concret. Comme je disais, dans le cas du Sénégal, ils voient qu'il y a un intérêt de la part de la population, de la part des jeunes, de vouloir se spécialiser dans les métiers du cinéma. Donc pourquoi à Conakry, à mon avis, ils ne sont pas encore portés leur regard dessus? C'est parce qu'il n'y a pas encore le climat économique et même qui pourrait pousser vraiment ces diffuseurs-là à vouloir investir. Et ceux qui sont sur le local ne veulent pas non plus mettre leur argent parce qu'il faut dire que ça coûte extrêmement cher. Si je ne me trompe pas, par exemple, pour le projet de Lord de Ninkinanka, ça tournait autour de 500 millions de francs CFA. On avoisine le million d'euros. Donc quel opérateur économique pourrait aujourd'hui accepter de mettre son argent sur un projet qui coûte 1 million? Donc il faudrait lui expliquer déjà que ça a une rentabilité. Par exemple, aujourd'hui, on voit la Sénégalaise qui finance. On voit Orange qui met de l'argent parce qu'ils savent qu'il y a un retour en Afrique qui met de l'argent pour les productions cinématographiques parce qu'ils voient que la population, quand ils voient un produit à la télé, eh bien, la tendance, c'est de consommer ce produit-là. Donc il faudrait aller à Conakry expliquer aux gens qui ont des sociétés, que ce soit dans le formel ou l'informel, à celui qui importe le sucre, comme celui qui importe le jumbo, etc., que si leur produit apparaît à la télé, bah, la population sera en train à le consommer. Oui. Quelle est, selon vous, la place de la culture dans le développement en Afrique? Alors, ce n'est pas de moi. Et je ne sais plus c'est de qui exactement, mais je dirais, comme cette personne-là, qui je pense est un grand sociologue, que la culture est au développement, ce que l'âme est au corps. C'est le squelette. Donc aujourd'hui, on ne peut pas espérer avoir un développement économique
vraiment exponentielle si on ne porte pas son regard sur la culture en fait. Parce que tous les comportements sociaux, culturels, intellectuels passent à travers la culture. L'éducation, c'est la culture. L'art, c'est la culture. L'écriture, c'est la culture. Donc tout ça, si on néglige ça, comment les gens ils vont se former? Comment les gens ils vont voilà, se développer intérieurement? Tout ça, ce n'est pas possible. Donc je pense que la culture, oui, c'est important. L'avenir du livre et du cinéma, parlons-en un peu. Alors là, c'est ces deux choses qui sont un peu peut-être différentes, peut-être complémentaires, je ne sais pas comment le dire, mais le cinéma est en train de faire un bond, c'est clair et net. Ici au Sénégal, ça va arriver très vite en Guinée, en Côte d'Ivoire, ils sont déjà à un autre stade. Donc je pense que le cinéma est en train de connaître une forte croissance. Pour le livre, je ne sais pas trop. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans le milieu, la publication un peu depuis quelques temps, et je vois que l'engouement qu'il y a autour de la lecture n'est pas aussi grand. Mais je pense aussi que c'est au niveau de l'éducation. Par exemple, aux États-Unis, ils sont en train de faire des recherches pour savoir comment est-ce qu'on peut réintéresser les jeunes à la lecture. Et le projet qu'ils étaient en train de lancer dernièrement, c'était d'intéresser le troisième âge, les grands-parents, à aimer la lecture. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les grands-parents restent avec les enfants et ils se disent que si les grands-parents aiment la lecture, les enfants vont aimer la lecture. Donc aujourd'hui, on a un véritable problème de ce côté-là et bon, on est en train de chercher, mais je pense que la communication, la promotion est un élément qui pourrait éventuellement booster l'amour des lettres dans le cœur des lecteurs. D'accord. Dans ce grand monde de la culture, peut-on vous coller un modèle ou une référence? Dans la culture, le cinéma, vous voulez dire? Dans le cinéma, mon modèle est encore américain. C'est Will Smith. Pourquoi? Parce que j'aime le parcours de Will Smith. J'aime le fait qu'il ait touché à tout. J'aime le fait qu'il était exemplaire sur son comportement. J'aime comment il a géré son dernier scandale avec son épouse lorsqu'on l'a invité sur un plateau et qu'elle lui a avoué face to face qu'elle a trompé. J'aimais toute la sagesse que comporte l'homme. Donc je dirais que sur le plan du cinéma, c'est un modèle pour moi. Au-delà du cinéma. Au-delà même du cinéma. Dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est mon frère. Comme j'ai toujours l'habitude à le dire, il s'appelle Ali Mouya Aliba. C'est un opérateur économique à Conakry. Et c'est un modèle. C'est mon grand frère, mais c'est également un modèle parce que le cursus qu'il a suivi, déjà c'était un docteur. C'était un vétérinaire à la base. Et voir un vétérinaire arriver sur le plan économique et avoir une entreprise des plus florissantes à Conakry, c'est vraiment énorme. Et donc c'est un modèle pour moi. J'aime beaucoup discuter avec lui et j'aime apprendre de lui. Durant votre parcours, forcément, vous avez eu à rencontrer des difficultés. Parlez-nous-en un peu. La première difficulté que j'ai eue, c'est d'être resté trop longtemps en France en n'y revenant qu'à des intervalles irréguliers en fait. Parce que quand je suis revenu, il y a eu un gros choc. Pourquoi? Parce qu'on revient avec une certaine mentalité, on a oublié un peu ce qui se fait ici sur le plan local. Il y a on a beau être enraciné comme étranger, il y a un déracinement qui se fait. Et ce premier-là, il est aussi culturel un peu, social. Ici au Sénégal, j'ai eu un problème parce que j'ai encore du mal à apprendre le Wolof. Quand c'est dur d'apprendre une langue quand on est plongé dans le travail, quand on est déjà grand, c'est plus facile quand on est petit. Donc j'ai eu un problème, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau, j'avais lancé une entreprise avec mes employés. Je suis en train d'essayer d'y remédier. Sinon, je pense que les plus grands problèmes que j'ai eu, c'était social. Parce qu'ici en Afrique, contrairement à l'Occident, tout le monde veut savoir ce que tu fais. Tout le monde veut porter son avis sur ce que tu fais. Et on peut même chercher à influencer tes décisions. Et je pense que ça a été un véritable problème pour moi. Comment vous les avez surmontés? La rébellion. J'ai été rebelle. Pourquoi? Parce que même pour sortir la patte du mal, la famille s'y opposait. Pourquoi? Parce qu'au début, ils disaient que ce qui était dedans exposait un peu trop la famille. Donc j'ai eu à avoir une confrontation assez houleuse avec certains membres de ma famille pour certains choix toujours que je considérais, parce que vous savez, tout ce qui est littérature, tout ce qui est cinéma, ce n'est pas encore dans notre société, surtout la communauté Peul. C'est très mal vu de s'exposer parce qu'on est toujours là avec des superstitions, du mauvais œil, etc. Donc il m'a fallu toujours dire non, j'aime ça, c'est ma vie, c'est mon choix et je vais le faire. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à braver ça. Alors, quel est votre secret de réussite? Je pense qu'il n'y a pas de remède, d'ingrédients ou de recette pour la réussite. Mais je pense que l'un des éléments les plus fondamentaux, c'est de se connaître soi-même. Donc il faut chercher à savoir qui vous êtes et ce que vous aimez et où avoir un objectif en fait. Et je pense que aussi l'une des plus grandes clés de la réussite, c'est l'organisation et la préparation. J'avais un ami qui me disait tout le temps, et j'ai gardé cette citation, il me disait que la chance,
C'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Il me disait, Hamidou, tu dis qu'il n'y a pas encore d'opportunité, mais prépare-toi. Continue à te préparer pour que le jour où l'opportunité vienne, tu sois prêt. Quel conseil donnerez-vous à la jeunesse africaine qui souhaite vous emboîter les pas? Il y a deux types de jeunesse. La jeunesse qui est là en Afrique et la jeunesse qui est dans la diaspora. Parce que j'ai l'habitude d'échanger avec certains amis qui sont encore en France et qui tâtonnent, qui ne savent pas s'ils doivent revenir ou s'ils doivent rester. Je pense qu'il y a des choses à faire en Afrique. Je pense qu'à un moment, il faut se décider à revenir en Afrique parce que c'est chez nous, c'est notre continent et c'est une fierté quand l'Afrique bombe le torse. Et pour les jeunes qui sont là, c'est de ne pas désespérer parce qu'il y a un brin de désespoir, surtout depuis 2 ans, qu'il y a cette maladie qui est là, qu'il y a cette baisse d'activité qui se fait ressentir. C'est de ne pas perdre espoir. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi et puis il faut persévérer, il faut s'organiser, il faut nourrir, comme il disait justement le fondateur de Model Mag, il faut que le rêve soit africain. Accepter de nourrir un rêve qui est africain au lieu de nourrir un rêve qui est à l'extérieur. À l'extérieur. Votre perception sur le groupe Modèle de réussite Sénégal? Un porteur d'espoir. Un porteur d'espoir, pourquoi? Parce que moi-même longtemps j'ai eu des modèles qui étaient étrangers. J'aspirais à ressembler comme des gens qui étaient de la France, des États-Unis, etc. Vous le voyez toujours avec Will Smith. Et aujourd'hui, Model Mag est en train de changer la tendance. Elle est en train de nous montrer que, attention, en Afrique, il y a également des gens qui ressemblent à ces gens dont vous rêvez, qui sont étrangers, mais n'ont pas de visibilité. Donc regardez ces gens-là, écoutez ces gens-là, parce que leurs conseils sont plus appropriés avec vos réalités africaines que si Will Smith, par exemple, me porte un conseil. Donc je pense qu'aujourd'hui, Model Mag est en train de porter de l'espoir dans le cœur des jeunes entrepreneurs, mais également des jeunes lambda africains. Donc vraiment, c'est un véritable incubateur. Merci beaucoup, M. Ba. Merci à vous. Merci. Chers amis qui nous suivez de partout, vous l'avez choisi, il est là. Faites encore votre choix pour quelqu'un d'autre et il sera là encore, ou elle sera là plutôt, très prochainement sur l'ensemble de nos plateformes. Merci et au revoir.